On va accueillir Augustin. Salut Augustin. Bonjour, Ça va, m'accueillir. tu te sens prêt à faire ce live? Ouais, prêt, assez curieux de voir les questions qu'on peut avoir et puis partager ce que je fais au quotidien. Trop bien, bah, je pense qu'il y aura pas mal de questions, hein. On va peut-être même être submergé, donc on va pas pouvoir tout poser, mais en tout cas, je suis sûre que ça va super bien se passer. Donc toi, Augustin, tu es data analyst. Est-ce que tu peux nous expliquer globalement ce que ça veut dire, ce que c'est? Ça consiste grosso modo à structurer de la donnée. Quand je dis donnée, bon, on a beaucoup entendu parler des métiers de la data ces dernières années. La donnée, c'est de l'information qui est souvent sous forme de chiffres. Typiquement, ça part par les tableurs Excel. Ces trucs qui font un peu peur à tout le monde. Et le but, c'est de simplifier, de donner plus accès à ces données, de faire par exemple des graphiques qui vont permettre aux gens qui ont de différents métiers dans ma société euh, d'être plus efficaces, de prendre des décisions euh, grâce à de l'information bien ordonnée. On va aller plonger dans le concret de tout ça en regardant tes missions. Donc une première mission qu'on a nommée indicateur de pilotage. Alors voilà, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça correspond? Par exemple, au sein de mon entreprise, donc qui est dans le BTP, on organise l'évacuation des déblais, donc par exemple souvent de la terre des chantiers de construction. Donc par exemple sur Paris, on creuse des stations de métro, on fait des gros trous et toute cette terre, faut la mettre quelque part ailleurs. On a plein d'informations liées à ça. On a des informations de vente, donc nos commerciaux qui vont vendre, disons, on a pour 500 000 euros de terre à évacuer de tel endroit pour la mettre dans tel centre. Euh, eh bien, on va pouvoir suivre toutes ces informations pour savoir quel chantier on a effectivement gagné et à la fin, également savoir combien de tours on a fait, de tours de camions, parce qu'on organise la logistique, donc on a plein de camions qui vont aller d'un point A à un point B, de chantiers vers des centres, des solutions de traitement des déchets ou des remblais, par exemple. Et Technique du BTP, là, on adore. oui, j'essaie de décrire rapidement. En gros, un déblai, c'est là où on retire de la terre, alors qu'un remblai, c'est là où on ajoute de la terre. Logique. Voilà, un déblai, ça va être plus un trou. Un remblai, on va faire une petite montagne. Euh, et par exemple, on a plein de camions qui se déplacent et on va planifier, on va dire à toi, tel camion, tu vas aller je sais pas, de Saint-Denis à Montfermeil et un autre camion qui va aller de Saint-Denis, mais vers, je sais pas, Levallois, par exemple. Eh bien, on va planifier plein de tours et on va vouloir regarder sur ce qu'on a fait finalement, ce que les centres nous ont dit qu'ils ont réceptionné. Peut-être on devait en faire 100 dans la journée, on en a fait que 80. Euh, Ça va nous permettre de nous dire, ah bah là, on a été performant, on a bien fait exactement ce qu'on avait prévu, ou alors là, il y a eu un problème sur le chantier, ce qui peut être pour de multiples raisons. Récupérer ces données-là et en tirer des conclusions. Enfin, en tout cas, vous allez retirer des indicateurs justement qui vont vous permettre ensuite de Ouais. faire le reste de votre travail. Mais justement, on va passer aux autres missions. Déjà, la mission d'automatisation. Alors moi, ça me fascine. Est-ce que tu peux nous l'expliquer un petit peu? Alors les indicateurs, ça pouvait être par exemple combien sur 100 tours qu'on a planifié, combien est-ce qu'on a réalisé. Euh, donc si on en a réalisé 80 sur 100, ça fait 80%. Et l'automatisation, ça va être une fois qu'on a bien défini ces indicateurs, on se dit ceux-là, ils vont être utiles pour le pilotage au jour le jour. On va chercher à donc les automatiser, c'est-à-dire euh, réaliser du code. Peut-être qu'il y en a parmi ceux qui nous écoutent qui connaissent SQL ou Python, qui sont des langages de code. De recevoir un développeur qui nous a parlé extensivement de code, donc on est en plein dedans là. Parfait. Eh bien, une fois qu'on connaît les indicateurs qu'on veut, il faut les implémenter. Donc, c'est là qu'on va coder et on va entrer plutôt dans ce qui est travail plus informatique, vraiment d'implémentation pour plus avoir
plutôt que de perdre du temps à les faire au quotidien à la main, bah, les automatiser, comme ça c'est fait, et on peut passer à d'autres tâches. Trop bien, mais j'en profite juste, on a plein de réactions dans le chat. Bah, déjà, petite dédicace à Saint-Denis, à Montfermeil et à Levallois, hein, qui étaient dans l'exemple d'Augustin de tout à l'heure. Merci beaucoup pour vos compliments sur les pulls rouges. Alors, je sais pas si on complimente mon pull rouge ou le pull rouge d'Augustin. En plus, on ne sait pas passer le mot. Écoutez, c'est le mood de la journée. On est en rouge. Il fallait avoir le mémo. En tout cas, je vois que vous êtes bien investis là. Vous participez bien, vous réagissez bien. Donc, c'est super. On va pouvoir continuer. On reste, hein, on est toujours, vous voyez, dans tout ce qui est numérique, tout ça, tout ça. On nous dit, on a Adriane qui nous dit Python, c'est connu. Bah écoutez, bah, super, justement, on va pouvoir continuer dans cette démarche. La troisième mission d'Augustin, le développement d'algorithmes. Allez, c'est parti. Le développement d'algorithmes, par exemple, je vous parlais d'automatisation. Quand je disais automatisation, là, c'était plutôt sur l'automatisation des indicateurs de pilotage dont on a parlé en premier lieu. Plus largement, on peut vouloir automatiser beaucoup de tâches, souvent donc les plus répétitives, les plus fastidieuses, qui vont empêcher mes collègues d'être assez efficaces et de se concentrer sur vraiment les tâches à valeur ajoutée. Donc, développement d'algorithmes, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être beaucoup de choses. En l'occurrence, là, ça pourrait être automatiser le chiffrage des demandes que les clients nous demandent, des demandes que nous envoient les clients, pardon. Par exemple, un client qui nous dit, pour rester sur Saint-Denis, moi j'aimerais bien évacuer 2000 tonnes de terre polluée de Saint-Denis. Plutôt que de passer par un process compliqué où on va envoyer ça à notre bureau d'études en interne qui va devoir chiffrer, qui va dire oh on doit l'envoyer à Montfermeil, ça va coûter 8 € la tonne pour le transport, il faut ajouter tout le traitement. Plutôt que de faire ça, passer par des personnes qui vont le faire, on va essayer d'automatiser le plus possible. Donc on va envoyer par exemple un outil comme Google Maps, mais il y a aussi des concurrents pour nous dire le temps de trajet entre Saint-Denis et Montfermeil. C'est 30 minutes, on va pouvoir faire 4 allers-retours de camion peut-être. Et si c'est 4 allers-retours, bah, c'est moins cher que si ils font que 3 allers-retours dans la journée. Et c'est comme ça qu'on arrive à automatiser finalement, en ajoutant plein de petites tâches d'affilée. Un algorithme. Avec plein de petites tâches simples, on constitue un algorithme un peu plus complexe qui va automatiser une tâche un peu plus complexe. D'accord, et une quatrième mission, donc là qui est plus, on va dire, plus humaine, qui est d'entretenir le contact. Donc ça se passe dans quel contexte du coup? Le contact, alors pourquoi c'est important? Parce que mon travail consiste, que ce soit les indicateurs, l'automatisation, les algorithmes, c'est à répondre à des besoins, la plupart du temps, qui sont émis par mes collègues. C'est-à-dire, j'ai des collègues qui vont me dire bah, j'ai ce truc-là qui me prend beaucoup de temps au quotidien, est-ce qu'on pourrait pas l'automatiser? Est-ce que tu pourrais pas construire un tableau de bord, un visuel qui va m'aider à mieux digérer cette information? Donc, il faut toujours vraiment être en contact avec ses collègues, on pourrait dire presque des clients internes, pour vraiment savoir ce dont ils ont besoin, être capable de synthétiser leurs besoins et de construire un outil qui va pouvoir les aider au quotidien. Et ça demande d'avoir un bon contact quand même, parce qu'il faut être capable de parler un peu avec tout le monde au quotidien, et c'est pas seulement rester derrière son ordinateur à coder, quoi. Il y a toute une part humaine aussi. On s'imagine que ce genre de métier, on se fait tout un tas d'images. On verra sur la fin du live les clichés qu'on peut avoir par rapport à ce genre de métier, mais c'est vrai que souvent on s'imagine des gens devant leur ordi et tout qui n'ont pas forcément un talent social de ouf, mais si, ça fait aussi partie du travail justement d'avoir cette capacité à communiquer, à comprendre, à se faire comprendre. Mais de toute façon, on l'a vu aussi dans le live précédent, là vous allez voir que c'est les genres de métiers où il y a beaucoup de choses qui se recoupent les unes entre les autres, même si c'est des métiers assez différents.
on reste dans le milieu du numérique et du coup, il y a pas mal de choses qui viennent se croiser. Vous allez me dire si vous observez des similitudes entre là ce qu'on dit avec Augustin et ce qu'on a vu précédemment avec Grégory. Moi, j'en vois déjà pas mal, donc ça m'intéresse de voir si vous remarquez aussi les similitudes, mais bien sûr, il y a aussi beaucoup de différences parce qu'il y a plein de métiers différents. On va regarder un peu pratique, un peu quotidien de ton métier, Augustin. Du coup, toi, par exemple, au niveau des horaires, est-ce que tu as des horaires traditionnels ou est-ce que au contraire, ça change un petit peu de la plupart des métiers? Est-ce que tu es amené à travailler en soirée, les week-ends, en vacances? Qu'est-ce que ça donne? Travailler en vacances, on évite quand même, on n'a pas envie, à part s'il y a vraiment une urgence. Au niveau des horaires, c'est assez classique. Ça va être grosso modo du 9-18 heures de lundi à vendredi. Jour férié, c'est comme tout le monde en France. Les week-ends, tout ce qui est week-end, jour férié et vacances, on n'a pas envie de travailler pendant ces temps-là. Ça peut arriver s'il y a vraiment un gros rush, mais on évite. Euh, Rush, justement, est-ce que vous êtes rémunéré plus? Comment ça se passe? non, non, on n'est pas rémunéré plus. Bon, après, si on travaille, si on fait un peu plus d'heures, peut-être pendant un week-end, qu'on a un chef raisonnable, il peut comprendre qu'on parte un peu plus tôt, peut-être un autre jour de la semaine. Compenser un petit peu. Est-ce que tu as des déplacements professionnels dans le cadre de ton travail? J'en ai pas eu à cause du Covid notamment, Covid, t'en ferais du coup? mais alors pas en France, parce que toutes les équipes sont dans le même bureau, on est tous à Ivry-sur-Seine, mais on a aussi, et c'est aussi une boîte internationale, donc, dont le siège est à Ivry, mais on a aussi des collègues, on a une filière en Angleterre, une filière en Pologne, en Suède et en Suisse. Donc, je l'ai pas encore fait, mais je vais probablement être amené à me déplacer dans ces pays-là. En tout cas, j'espère que tu auras le temps de faire un tout petit peu de tourisme dans le cadre de tes futurs déplacements professionnels. Du coup, tu travailles plutôt en équipe ou tu as quand même pas mal de temps solo? Des deux, pas mal des deux. Bon, à la fois, il y a du travail en solo quand je dois, par exemple, coder. Pour coder efficacement, il faut être tranquille et il faut avoir des bonnes plages de 2-3 heures où tu es tranquille et tu peux bien avancer sur ton projet. Mais il y a aussi beaucoup de réunions. Comme je l'ai dit, hein, le contact est important. Donc, le data analyst, ça fait un peu l'interface aussi entre le métier. Quand je dis métier, c'est tous les métiers de mon entreprise. Ça va des commerciaux, du marketing jusqu'à l'équipe de logistique et tout le département IT, donc digital, donc les développeurs, les chefs de projet, et des product owners. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, c'est celui aussi qui va plutôt être dans le côté recueil du besoin euh, avec les, avec les collègues et qui va faire des spécifications pour les développeurs. C'est un peu trop précis, donc on peut juste dire qu'en gros, il y a différents quand même pôles qui se côtoient et qu'il y a tout un tas, une grande variété de métiers différents. Effectivement, oui, vous voyez que dans le monde de l'entreprise, surtout ce genre d'entreprise, on a des termes quand même très précis, on a beaucoup de termes en anglais qu'il va falloir apprendre au fur et à mesure. On a quand même pas mal de questions. On a Théo qui nous demande qu'est-ce que tu aimes? En fait, on a deux questions. Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier et qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers ce métier, justement? Alors, je vais commencer par la deuxième question. Qu'est-ce qui m'a poussé à venir dans ce métier? J'ai fait des études d'ingénierie. J'ai fait des études d'ingénieur. Je suis allé à Montréal où j'ai étudié. J'ai fait ingénierie civile, puis des mathématiques appliquées. Bah, j'anticipe un peu du coup. Et c'est comme ça que j'ai découvert le monde de la data. En fait, c'est plutôt par les maths, par les statistiques. Et j'aimais les maths. C'est ça qui m'a donné envie de faire ce métier. Et après, j'ai découvert l'autre côté plus relationnel aussi qui m'a également plu. D'accord. Et bah, du coup, donc c'est une bonne piste. Peut-être si vous avez des affinités justement avec les maths, avec tout ce que
Augustin vient de citer. Et on nous demande aussi à quelle tranche, enfin à quelle fourchette de salaire on peut s'attendre pour un tel métier. Alors j'imagine que c'est pareil, enfin c'est comme tout, la fourchette peut être quand même assez large, mais en sortant d'école par exemple, on peut s'attendre à combien? Ouais, c'est assez large. Quand tu sors d'école, pour data analyst, c'est à partir de 35 000 bruts. Plutôt, ça, c'est le minimum en sortant d'école. C'est entre 35 et 45 en sortant d'école. De faire des études, c'est quand même assez long, mais quand vous sortez d'école, vous pouvez déjà quand même prétendre à un salaire très alléchant, on va dire. C'est quand même déjà franchement pas mal. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les points positifs et négatifs, en tout cas selon toi, de ce métier? Les points positifs et négatifs. Positifs, donc personnellement, j'aime les maths, j'aime bien les challenges de modéliser mathématiquement différentes situations, de concevoir des algorithmes. Donc ça me plaît. Il y a le côté relationnel que j'ai évoqué. Euh, Côté négatif, euh, si t'aimes pas rester beaucoup assis devant un ordinateur sur une chaise, ça peut être problématique. Ça l'est pour moi. Parfois, j'aime bien bouger et parfois, c'est un peu trop pour moi de rester comme ça toute la journée devant l'ordinateur. Donc, c'est là que Tester, c'est bien d'avoir des réunions avec des collègues et de se déplacer un peu aussi. tester la fameuse méthode, j'ai vu ça beaucoup, je sais pas si vous avez vu, dites-moi dans le chat. J'ai vu plein de personnes faire ça au confinement, c'est-à-dire travailler sur un tapis de course et donc marcher. Et en fait, avec avoir un bureau un peu plus élevé, et du coup, ils pouvaient marcher et travailler en même temps. Est-ce que t'as pas envie de tester ça pour pas rester assis tout le temps? Alors, le tapis de course, non, j'ai pas. Mais j'ai un bureau assis debout. Donc, c'est-à-dire que tu peux l'avoir en position assise comme debout. Tu tournes une manivelle et tu peux déplacer le niveau. Et ça permet de changer la posture. Donc, c'est mieux pour le dos aussi. Parce qu'à long terme, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de dos ou au poignet aussi, à force de rester assis devant leur ordi avec la main sur le clavier et sur la souris. Donc, c'est important de prendre soin de sa posture, d'avoir un bureau ergonomique. Et puis d'ailleurs, on vous encourage aussi à faire du sport, à prendre soin de votre santé à côté du travail. Et oui, vous y Exactement. attendiez pas pendant ce live métier, mais voilà, on vous donne des petits conseils santé, c'est gratuit, c'est pour vous. En tout cas, sympa cette idée du bureau assis debout. Je connaissais pas, mais franchement, ça a l'air franchement pas mal. Du coup, on C'est un va vrai bon conseil, le sport, hein. C'est important d'en faire. Pour se sentir bien qu'on reste assis. donc, sur plein d'aspects différents. Donc, toi, Augustin, tu as un parcours vraiment science, hein. Qu'on se le dise, tu as fait un bac S. À l'ancienne, vous connaissez pas, mais avant, on avait donc nos filières. Et le bac S, c'était le bac scientifique. Donc, il mettait vraiment en avant les matières scientifiques. Quelle spécialité en bac S? Les maths? Mathématiques. Du coup, après, tu es Entreprise. parti. Tu es parti à Polytechnique Montréal, donc en génie civil, comme tu nous expliquais tout à l'heure, dont un an d'études en échange à Berlin. Bon bah vas-y, je te laisse nous expliquer tout ton parcours à Montréal, du début des études jusqu'à la fin. Voilà, dis-nous tout ce que tu as fait. Très bien. Bah, dès que j'ai eu mon bac S, à 18 ans, je suis parti à Montréal. Je voulais partir d'Île-de-France, où j'ai passé toute ma jeunesse. Pas nécessairement à Montréal, mais je suis tombé sur Polytechnique Montréal par hasard, hein, dans un salon étudiant, et puis ça m'a tenté. Et donc, je suis parti à Montréal, où j'ai fait des études de génie civil. Génie civil, je tenais pas forcément particulièrement à être ingénieur civil, mais là-bas, il se trouve qu'on se spécialise un peu tôt, donc j'ai dû choisir une spécialité. Euh, Voilà, ingénierie, un an d'échange à Berlin, c'était très bien. Ça m'a permis d'apprendre l'allemand et d'apprendre l'allemand et l'anglais. Ah, là, tu parles allemand, enfin, tu parles trois langues en fait. Je n'entends plus Augustin. Désolé, j'ai dû dire un mot. Excuse-moi, tu peux répéter ta question?
te demander, là, tu parles au moins 3 langues. Enfin, tu parles le français, l'anglais et l'allemand? Je parle, c'est ça, français, anglais. Anglais, c'est très important dans la data. Il y a beaucoup de documentation en anglais et puis souvent c'est un peu le langage par défaut, donc on parle avec d'autres nationalités. Allemand, parce que j'ai passé un an à Berlin et tous mes cours étaient en allemand et j'ai dû m'y mettre. J'avais fait aussi LV1 allemand quand j'étais au collège et lycée. Et puis un peu d'espagnol aussi, au fur et à mesure des expériences. Donc ça commence à faire beaucoup. On a un commentaire qui dit je veux plus faire de stage, donc le stage de troisième, je veux faire le même travail que vous monsieur. Et bah écoute, et bah, là t'es encore un peu loin hein, quand même en troisième, mais au moins t'as sous les yeux un parcours que tu peux faire pour arriver au même métier qu'Augustin. Donc continue d'ouvrir les oreilles et on va continuer sur le parcours d'Augustin. Donc tu étais en génie civil et puis après tu as poursuivi tes études et tu as fait de la... Alors là, c'est pas du tout mon monde, mais tu as fait de la recherche en mathématiques appliquées. T'es allé jusqu'où en termes de diplôme? Ça fait combien d'années d'études? J'ai fait 7 ans d'études en tout. En fait, les équivalences de diplôme sont un peu particulières. Mon parcours d'ingénieur me mettait déjà à bac+5, comme sortir d'une école d'ingénieur en France. Et ce qu'ils appellent la maîtrise là-bas, j'ai fait une maîtrise de recherche en maths appliquées. Ça dure 1 an et demi, 2 ans, et c'est de la recherche. C'est un peu comme un mini doctorat en fait. Donc ouais, ça commence à faire pas mal. J'imagine qu'après, ça te titillait de commencer à travailler. Tout à fait, mais en fait, la maîtrise de recherche, c'est de la recherche, donc ça forme à la recherche. Il y en a beaucoup qui font un doctorat après ça. Et en ce qui me concerne, j'ai voulu découvrir le monde de l'entreprise, donc je me suis tiré du domaine académique et j'ai voulu découvrir le côté business, entrepreneuriat, qui est un état d'esprit très différent. Et, je suis rentré en France à ce moment-là. Ok, pardon, excuse-moi, c'est juste que dans les commentaires, là, on a toutes les langues possibles et imaginables. C'est la tour de Babel dans les commentaires. On nous dit Allo, Viguez, podéis, por favor, hablar espagnol. Et ben écoutez, on va parler toutes les langues qu'on sait parler, hein, si vous voulez. Monsieur, pouvez-vous revenir à Montréal? Mon père habite là-bas. Vous dormirez dans ma chambre et moi, je vais dormir dans la machine à laver. Bon, bah écoute, Oh, t'as tiens, des... je vais, je vais peut-être y aller cet été, hein. Écoute, Milan, prépare-toi à dormir dans la machine à laver. Augustin arrive cet été. T'as encore quelques mois pour bien aménager la buanderie. Et puis après, voilà, ça c'est une affaire pliée. Donc toi, Augustin, tu as commencé à travailler à ton poste actuel en 2020. Avant ça, t'avais fait du conseil, c'est ça? J'ai travaillé dans le conseil un peu moins d'1 an, oui. C'était une boîte de conseil plutôt stratégie et management, mais il développait le côté data du conseil. Mais ça n'avait pas très bien marché à ce moment-là. J'étais parti et c'était juste avant le Covid. Donc là, il y a le Covid qui a déferlé. Et après le Covid, j'ai donc cherché un emploi. J'ai trouvé assez vite chez Asus, où je suis actuellement. Enfin, j'imagine que c'est un domaine qui emploie pas mal, non? La data? Oui, ça emploie beaucoup. Oui, c'est assez facile. On a de la chance de ce côté-là. C'est assez facile de trouver du travail dans ce domaine. Ok, Tant pour bon. les data analystes que scientists, que data ingénieurs, comme on dit aussi. Alors, il y a une différence entre data analyst et data scientist ou c'est juste un terme différent? Il y a une différence, c'est encore un peu flou parce que c'est des métiers qui sont récents. Donc tout le domaine de la data, ça a vraiment explosé dans le cours des dernières années, de la dernière décennie, avec tout ce qui est ce qu'on appelle intelligence artificielle, machine learning. Ça, c'est les gros termes qui sont beaucoup sortis au cours de la dernière décennie. En fait, data analyst, c'est un peu plus proche du métier. C'est la data vraiment directement au service euh, du business. Et c'est moins technique en termes de data. Euh, donc c'est là plutôt définir des indicateurs, construire des tableaux de bord visuels,
Ça, c'est plutôt de l'ordre du data analyst. Mais après, quand on rentre plutôt dans la conception d'algorithmes, c'est plutôt data scientist. Quand on fait des choses plus techniques, en fait, le terme data scientist, ça cache un côté plutôt plus scientifique en fait de la donnée, un peu plus dans le théorique, un peu plus loin dans les maths. Ok, je commence à comprendre la subtilité en tout cas. Data ingénieur, pour continuer là-dessus, donc data engineer, comme on dit en anglais, c'est un peu plus dans le côté implémentation informatique au service de la donnée. D'accord. Ok. Bon bah voilà. Moi, en tout cas, j'ai compris. J'espère que vous avez compris dans les commentaires. Tous les sens, à rester bien concentré. Vous savez ce qui vous attend. Vous avez un quiz qui vous attend. Et après, vous allez vous plaindre que vous n'êtes pas haut placé dans le leaderboard, mais si vous commencez à parler d'animé dans les commentaires, on va pas s'en sortir. Restez bien concentrés. Je sais qu'on est en fin d'après, mais voilà. Après, on a aussi le fan club d'Augustin qui est là, qui répond à l'appel. Du coup, ça nous fait bien plaisir. On va continuer. On va regarder les compétences / qualités que tu penses absolument nécessaires pour faire le travail que tu fais actuellement. Oui, on a compris. Bah, c'est parfait, c'était très clair. Bon, bah, super, je suis très contente de savoir ça. Du coup, on va regarder bah, voilà, donc les compétences que tu nous as indiquées comme nécessaires. Alors, sans surprise, on va commencer par l'anglais. Donc, on l'a déjà un petit peu expliqué pourquoi, mais si on peut vraiment réappuyer l'importance de l'anglais, ça pourrait être super chouette. Oui, alors les compétences affichées là sont pas forcément dans l'ordre. Mais donc l'anglais est très important. On pourrait aussi parler du français. On pourrait même parler du français. C'est important en fait au quotidien de savoir pour communiquer, bien communiquer au quotidien à l'oral comme à l'écrit. Il faut savoir bien s'exprimer. C'est très important. Donc il y a à la fois le français, il faut bien maîtriser sa langue maternelle. Et l'anglais, pourquoi l'anglais? Parce que c'est souvent la langue par défaut dans les échanges internationaux. Donc, quand je parle avec mes collègues polonais, anglais ou allemands ou suédois, je leur parle en anglais. Sauf les Allemands, parfois un peu en allemand, mais parce que je le parle. Mais sinon, souvent, c'est en anglais, quoi. Je parle super bien anglais aussi, donc si jamais vous parlez pas allemand, parlez anglais quand même, ça reste la langue de base. Mais d'ailleurs, du coup, quand tu codes, enfin tout à l'heure, on a reçu donc un développeur qui nous disait que l'anglais, en fait, c'est vraiment nécessaire pour coder. Est-ce que tu dirais la même chose? Et est-ce que dans les données que tu reçois, les données, pareil, elles sont, enfin, c'est surtout des chiffres, mais est-ce qu'il y a de l'anglais aussi à savoir, des termes techniques? Alors, les données elles-mêmes, ça peut être dans n'importe quelle langue, mais c'est plutôt les langages de programmation qui sont en anglais. Par exemple, Python, SQL aussi, ont des mots-clés, des noms de fonctions qui sont en anglais. Donc c'est pour ça que ça aide beaucoup. Maîtriser l'anglais aide à vite comprendre ces langages-là. Et en plus, toute la documentation, enfin la plupart de la documentation en ligne est en anglais. Après, j'ai dit anglais parce que c'est vraiment propre au code, mais vraiment toute langue, si que vous parliez allemand ou espagnol, toute langue est un grand plus dans le monde professionnel. En tout cas, j'ai vu dans les commentaires que vous étiez hyper réactif au niveau des langues. Là, ça partait dans tous les sens, donc c'est trop bien. Ça veut dire que vous êtes bilingue, trilingue, polyglotte, donc ça fait plaisir. On a un fan inconditionnel du nom de Thomas qui nous dit j'adore ce métier est trop bien. Et ben écoute, je pense Augustin que tu as créé au moins une vocation, donc voilà, ça fait plaisir. C'est ça qu'on veut. Bah ouais, voilà, c'est magique, c'est efficace. Bah on va continuer donc avec les compétences. Alors ça, bien sûr, c'est évident, ça semble logique. L'aisance en maths. Explique-nous pourquoi l'aisance en maths. L'aisance en maths, c'est beaucoup, donc pour le code, c'est beaucoup c'est de la logique. Il y a beaucoup de logique. Et en ce qui concerne les maths, plus particulièrement dans la data, il y a beaucoup de probabilités et statistiques. Donc c'est important de maîtriser ces sujets-là. Et encore plus largement, vraiment être capable de modéliser une situation
sous forme de mathématiques. Par exemple, si on me dit, je prenais l'exemple tout à l'heure de un chantier de Saint-Denis qui veut évacuer 2000 tonnes de terre, il faut être capable de modéliser, par exemple, de dire il y a telle coordonnée géographique, je vais identifier toute la zone autour de ces coordonnées géographiques qui sera susceptible d'accueillir toutes ces terres-là. Donc, il faudra convertir, par exemple, latitude, longitude, donc les coordonnées géolocalisation sur la Terre, en kilomètres. Une opération simple, mais il faut être à l'aise en maths quand même pour faire ce genre de choses sans avoir trop à y réfléchir. Troisième seconde, on doit commencer même à être capable d'appréhender ce genre de problèmes mathématiques. Mais après, voilà, c'est bien d'avoir cette aisance effectivement pour voilà, être capable de traduire une situation du réel avec des mathématiques. Personnellement, je suis pas sûre d'en être capable, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose quand même de vraiment préférable. Et il y a un autre aspect, une autre compétence vraiment importante. Tu nous en parlais tout à l'heure et ça faisait partie d'ailleurs des aspects positifs selon toi de ton métier. Mais du coup, c'est le relationnel. Donc encore une fois, on peut peut-être souligner pourquoi ça a une telle importance. Je pense que c'est important dans beaucoup de métiers déjà. Et puis, dans le mien en particulier, je suis un peu l'interface, je crois que je l'ai déjà dit plus tôt, entre le côté plutôt toutes les équipes de métiers différentes, de la vente jusqu'à la logistique, à la compta, plein de choses. Et plutôt les développeurs et le reste de l'équipe digitale de mon entreprise. Il faut être capable de bien communiquer avec toutes ces parties, de bien s'entendre avec eux, de savoir capable de gérer des conflits, de désamorcer des conflits et de s'adapter à différents types de profils parce que c'est un peu comme je fais avec vous en ce moment. Et c'est vraiment un exercice assez difficile. Il faut être capable de vulgariser, de simplifier ce qu'on fait au quotidien. C'est vraiment pas évident. J'ai déjà rencontré, par exemple, en recherche, quand je faisais de la recherche, des personnes qui étaient très fortes dans ce qu'ils faisaient, vraiment très, très bons en maths, mais qui avaient du mal à vulgariser et qui étaient finalement, en tant que professeur, pas si bons que ça. Donc, c'est vraiment des compétences différentes. Être capable de faire quelque chose, être capable de l'expliquer pour aider d'autres personnes à comprendre ce qu'on fait et bien communiquer avec eux, c'est deux choses différentes et c'est important de savoir bien faire les deux, en fait. Pour tout le monde, là, à ce sujet, attention, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Voilà. Vous pouvez googler ce que ça veut dire, mais en gros, normalement, ce que ça sous-entend, c'est que quand vous avez bien compris quelque chose, eh bien, vous êtes capable de l'expliquer, vous êtes capable de vous faire comprendre. Et donc, c'est très important, surtout pour ce genre de métier. Voilà, vous pouvez être très technique, hein, très perfectionné dans une discipline, un milieu. Mais ce qui est important, c'est d'être capable de le maîtriser tellement bien que vous pouvez l'expliquer autour de vous. On avait... Alors elle a disparu, là je la vois plus parce qu'il y a eu plein d'autres commentaires entre temps. On nous demandait, Augustin, est-ce que tu penses que jouer au sudoku et au cryptogramme, ça peut aider l'esprit à s'améliorer en maths et en code? Je pense que ça aide un peu, parce qu'il y a de la logique. Après, il faut pas faire, par exemple, que du sudoku, mais faut jouer à plusieurs jeux dans le même genre pour développer une logique sur des sujets un peu variés et pas seulement ultra spécialisés. Sudoku du coup? Ouais, il peut y avoir beaucoup de choses, et pas seulement en maths. Par exemple, d'autres disciplines, la musique, ça aide à penser, des disciplines qui aident à penser différemment, euh, et aussi développer le côté créatif pour la résolution de problèmes. Sudoku, moi je fais pas beaucoup de ce genre de jeu, mais il peut y en avoir beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de jeux vidéo qui sont pas mal pour ça aussi. Échecs, est-ce que ça peut aider les échecs avec la logique, la résolution de problèmes? Tout à fait, pour la stratégie aussi, beaucoup pour les échecs. Ouais, tout à fait.
Et bah, en tout cas, voilà, c'est cool d'avoir ce genre de réponse. Et puis, c'est sympa aussi de savoir qu'on peut se muscler un petit peu le cerveau autrement que traditionnellement, on va dire. Alors oui, juste pour précision, pour les salaires, quand on vous dit des trucs comme 35 000, c'est par an, c'est pas par mois. Vous vous doutez bien que quand même 35 000 € par mois, non, c'est bien 35 000 € par an. Après, si vous arrivez à faire des métiers où vous gagnez 35 000 € par mois, franchement, félicitations à vous. En fait, enfin, j'ai rien d'autre à dire, mais non, non, généralement, c'est quand même 35 000 € par an. Et ben là, on arrive sur le moment du quiz. J'espère que vous avez bien écouté depuis le début, parce que vous êtes hyper réactif, mais voilà, faut que ça se traduise maintenant. Est-ce qu'on va avoir les mêmes gagnants, le même leaderboard que tout à l'heure? J'espère pas, j'espère que les personnes qui étaient en bas du classement vont rattraper leur retard. Et on va commencer. Donc, on va y aller, préparez-vous à voter. Et on va commencer la première question. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont sur la partie quiz là. Mettez-vous bien sur la partie quiz. Et on va pouvoir y aller. Donc, quel est l'intitulé du métier d'Augustin? Data novelist, data researcher, data améthyste ou data analyst? Let's go! Oh, c'est dur. C'est dur, hein? Très très compliqué. Là, franchement, si vous répondez à côté, je vais rien faire, mais je suis quand même assez surprise. C'est bien, c'est bien. Non, je vois que vous avez bien écouté. Vous êtes donc 93%. Qui a voté data améthyste par pitié? L'améthyste, c'est une pierre, voilà, je vous le dis, ça n'existe pas. Data améthyste, ça n'existe pas. En tout cas, quelle créativité, waouh! En tout cas, vous êtes 93% à avoir trouvé data analyst, qui était la bonne réponse. On passe à la question suivante. Dans quel pays Augustin a-t-il pu étudier? Les États-Unis, le Mexique, l'Australie ou le Canada? Alors on a dit la ville, mais normalement vous devriez savoir dans quel pays se trouve cette ville quand même. Sinon, c'est un peu... Il faut repartir, renforcer les connaissances en histoire géo. Mais voilà, donc on a précisé, la ville c'était Montréal. Et Montréal, effectivement, ça se trouve au Canada. Et vous êtes un petit peu embrouillés quand même. Il y en a certains qui nous géolocalisent Montréal en Australie, par exemple. Ou aux États-Unis. Non, alors effectivement, vous êtes 70% à avoir trouvé la bonne réponse. C'était le Canada. Et oui, voilà, Augustin a eu la chance d'étudier au Canada pendant un long moment. Et donc, on va regarder le leaderboard. Et bah, c'est l'INSEE qui remporte ex aequo, donc l'INSEE Tamzé, je sais pas si je l'ai prononcé correctement, du collège Guy Flavien, qui est ex aequo avec Yanis Fauché du collège Antoine Saint-Exupéry, qui est lui-même ex aequo avec Mohamed Taki du collège Guy Flavien. Mais disons, mais Guy Flavien, vous êtes on fire là, vous êtes partout dans le leaderboard. Je suis super fière de vous. Bon, vous avez vu, je vous ai fait un quiz un petit peu plus simple quand même que tout à l'heure, parce que sinon ça allait être encore bien compliqué. Là, j'ai été sympathique avec vous, mais parce que aussi ça peut être difficile parfois de suivre avec des métiers compliqués comme ça. Il y a plein de trucs à faire, il y a plein de trucs à voir. On va passer, je vous laisse juste célébrer vos victoires respectives. Et après, on va continuer avec Augustin. Et on va parler du cliché, enfin en tout cas, oui, d'un cliché qui revient vraiment très 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 souvent avec ce genre de métier, en tout cas avec le métier que tu fais. Donc le cliché, c'est que tu travailles dans un domaine de geek. Voilà. Donc qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Ça, c'est vrai. C'est un domaine de geek. Après, il faut avoir en tête que ça suffit pas d'être un geek pour être bon là-dedans. Parce qu'il y a tout le côté relationnel dont je vous ai parlé plus tôt.
qui est vraiment important. Donc, faut pas vouloir seulement être toujours derrière son ordi. Si vous voulez seulement coder, 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 vaut mieux être développeur, par exemple. Mais en tant que data analyst, vous devez aussi être assez bon en communication et pas seulement rester dans son coin, quoi, derrière son ordi à coder quelque part. C'est assez important. Data scientist aussi. On dit geek ou nerd, souvent on sous-entend que bah, en fait quand tu fais un métier dans le numérique et que tu es un geek, ça veut dire que tu n'as pas de vie à côté. Or, bah, c'est pas forcément vrai en fait. Tu peux vraiment faire plein de trucs à côté de ton travail. Enfin, en tout cas, j'espère. Tu nous as dit que tu n'avais pas forcément envie les week-ends d'aller au travail et ça se comprend. Du coup, qu'est-ce que tu fais toi? T'as des hobbies à côté? Ouais, j'ai des hobbies, je fais plein de choses à côté. Je supporterais pas de rien faire à côté de mon travail. Non, bah, comme beaucoup de personnes, je sors, je vais boire des coups, je vais à des concerts, dans des bars, je fais de la musique, du sport, je lis. Je vais en vacances. Ouais. T'as une vie bien active quand même. Tu fais pas que travail, maison, travail, maison, travail, maison. Il y a plein de trucs à faire et à voir à côté. Donc Exactement. ça fait plaisir. Euh, et bah, on a des questions auxquelles on a déjà répondu. Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier? Quel inconvénient dans le métier? Bah, ça, on a déjà répondu. Si vous avez d'autres questions à part ce qu'on a déjà dit. Et pareil, je vous vois encore partir dans des débats là, mais ça va pas la tête. On est en train de parler. On est sur des sujets sérieux là. On est en data analyst. Alors, il y a Mikado qui nous demande tu fais quoi comme musique? Tiens, c'est une bonne question ça. Je fais quoi comme musique? Je joue plusieurs instruments. Je fais de la guitare, de la basse, de la batterie, du piano et du hip-hop, de la funk, de la soul, plein de trucs, de la néo-soul et ce genre de choses. Est-ce que t'as un SoundCloud, un truc là? Dis-nous, comme ça on va mettre dans le chat. Non, j'en ai pas. T'en as pas? Ah, c'est dommage. Bah, en tout cas, voilà, vous voyez, Augustin a une vie bien riche et les gens sont pleins de surprises. Vous voyez, c'est pas parce que on fait un métier où on a l'air sérieux, on a étudié les maths, etc., que notre vie n'est faite que de ça. Il y a plein de choses à faire et à voir dans la vie. Bah écoute, Augustin, on arrive sur la fin du live. Et en fait, on est sur une partie où, bah, en fait, si tu as envie de passer un message ou de donner des conseils aux élèves par rapport aux études, à l'orientation, au monde du travail, et bah c'est le moment. Donc voilà, tu as carte blanche. Et vous, dans le chat, si vous avez encore des questions, des remarques, que vous voulez remercier Augustin et tout, et bah allez-y, c'est le moment. On a 5 minutes pour tout ça. Très bien. Bah, pour le message important, je vais enchaîner sur la question là, sur la musique juste avant. C'est important, même si vous voulez faire un métier, si vous dites, ah, c'est data analyst, super, qu'est-ce qu'il faut faire pour être data analyst? Je vais faire des maths, je vais apprendre l'anglais et basta. Mais en fait, c'est bien d'être assez complet. Euh, Personnellement, je fais pas mal d'activités à côté de mon travail. Et je pense que ça m'aide beaucoup au quotidien d'avoir fait partie d'organisations étudiantes aussi, d'organiser des événements, faire de la musique. Pourquoi? Parce que si tu as fait de la scène, tu es plus à l'aise à parler devant un public. Si tu as fait du sport, bah juste, peut-être tu es plus à l'aise physiquement, je sais pas, tu es plus en confiance et la confiance en soi, ça joue quel que soit ton métier. Donc c'est important de faire des activités assez diverses, je pense. Il ne faut pas se cantonner à juste une ou deux matières. Euh, ça, je pense que c'est assez important. Et, euh, et bah, réfléchissez bien à votre orientation dès maintenant. C'est un bon moment pour le faire. Moi, je savais pas trop ce que je voulais faire quand j'avais 18 ans. J'étais bon en sciences, j'ai fait ingénierie, ça m'allait bien, mais je me suis décidé un peu plus sur le tard à faire plus de maths. J'ai bien pu rattraper comme ça, mais c'est bien de savoir aussi un peu plus tôt ce qu'on veut. Ça aide à orienter plus vite quand même. Pas mort d'homme s'ils savent pas tout de suite, mais le plus tôt ils savent, le mieux c'est, quoi, en gros. Oui, c'est ça. Bon, après, c'est bien de tester différentes choses aussi. C'est comme ça qu'on arrive à savoir parfois. Euh, mais ça, aussi, par exemple, moi, j'ai fait 7 ans d'études.
mais c'est pas nécessaire pour être data analyst. En soi, j'ai fait 5 ans. Après, sur la recherche, j'étais déjà un peu payé. Je faisais de la recherche, j'étais payé à peu près au SMIC, quoi. Mais si vous pouvez être data analyst en juste bac+5, ça suffit. Plus 5. Et d'ailleurs, moi, je me demandais, est-ce que c'est possible de faire toutes ces études d'ingénieur en alternance, par exemple, de commencer déjà à gagner un peu d'argent Oui, bah, l'alternance, ça se fait beaucoup plus, donc ça se fait de plus en plus ces dernières années, je trouve. Il y en a dans mon entreprise et je pense que l'alternance, vous pouvez faire une fois que vous êtes en fin d'études. Donc, une fois que vous avez bac+3, là, je pense que vous pouvez commencer une alternance dans ce genre de domaine. Je On crois, je a, suis pas très bien renseigné là-dessus, mais je pense que ça marche pas mal comme ça ces temps-ci. Il y a de plus en plus d'alternance, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, on reçoit pas mal de pros qui vous recommandent au maximum, dès que vous avez l'opportunité, de faire de l'alternance. On a une remarque qui nous dit c'est dur de choisir. Bah oui, c'est vrai, c'est difficile de choisir. Et d'ailleurs, ben, nous, sur nos réseaux sociaux, particulièrement sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur TikTok, on va vous mettre tout ça dans le chat. Mais on vous fait aussi des vidéos, on essaye de vous donner des conseils pour que vous vous appreniez à vous connaître, pour que vous appreniez à connaître le monde du travail, pour que vous puissiez le mieux possible en fait prendre ce genre de décision, savoir ce que vous voulez faire dans la vie. Mais rappelez-vous aussi, parce que là on reçoit Augustin qui est quand même très jeune, voilà, qui est pas sur la fin de sa carrière. Vous savez que parfois on reçoit des professionnels qui sont plus âgés et vous voyez en fait qu'ils ont commencé dans un milieu et qu'ils ont fait quelque chose de totalement différent après. Vous avez vu tout à l'heure qu'on a reçu Grégory. Grégory, il faisait de l'événementiel, il faisait des concerts, il organisait des concerts avec des DJ et après il est parti devenir développeur. Donc vous ne mettez pas non plus Martel en tête. Oui, Augustin a raison, c'est mieux de savoir le plus tôt possible, mais vous dites pas j'ai commencé un truc alors je pourrais jamais faire autre chose. Non, non, pas du tout. Vous pouvez vous réorienter, voilà, il y a plein de Surtout, possibilités. surtout maintenant, on saute plus vite d'une carrière à l'autre. Et on peut faire plusieurs choses en même temps aussi. C'est important de le savoir. Moi, je fais de côté data analyst et je fais aussi de la musique à côté parfois. Donc, ça- Quand même qu'il n'y ait pas de SoundCloud. Alors nous, on était vraiment déçus, même dans les commentaires. Je peux te dire on est un peu dégoûtés, quoi. On aurait bien aimé voilà, avoir en tout cas une trace, quelque chose pour pouvoir découvrir ta musique. On nous a dit aussi il y a quelqu'un qui veut monter une fanbase pour toi, carrément. Donc franchement, t'as fait forte impression, Augustin. Donc ça fait plaisir. Je vois qu'on nous regarde, je crois, depuis la Serbie. Donc jusqu'en Serbie, tu as fait forte impression. Bah écoute, Augustin, je te remercie beaucoup d'avoir fait ce live avec nous. Tu t'es senti comment? T'en as pensé quoi? Bah bien, très bien. Ça aurait été encore mieux de voir ceux qui nous écoutent en face. Ça fait un peu bizarre comme ça de parler dans le vide. Mais une bonne expérience quand même. C'est un bon exercice aussi de raconter son parcours et j'espère que ça vous aide, que ça vous aidera beaucoup à faire vos choix. Et, euh, et puis voilà, si vous avez encore des questions. Pas, enfin, je sais qu'on voit pas les élèves, moi non plus je les vois pas, je vois que leurs commentaires, mais alors je peux vraiment te dire que ils sont bien réels, ils t'ont bien vu. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un fan club de ton pull, de ton col roulé rouge qui est en train de se développer petit à petit. Donc voilà, non, ils étaient bel et bien là, hein, ne t'inquiète pas, t'as fait forte impression. Je crois qu'on n'a pas plus de questions. En tout cas, je te remercie beaucoup d'être venu, c'était très intéressant. Ça nous fait toujours plaisir de découvrir ce genre de métier, surtout quand c'est dit comme ça avec sympathie, qu'on apprend plein de choses, qu'on est dans le divertissement. Donc, franchement, c'est super chouette. Pour vous, les élèves qui nous regardez, je vous propose de faire une petite pause. Là, je vois que vous êtes partis sur la Serbie, ça y est, on vous a perdu complètement. Donc, on va faire une petite pause de 5 minutes et on reviendra après pour la synthèse de cet après-midi. Merci encore, Augustin. Je te souhaite une très bonne journée et une très très bonne continuation. Salut! Merci beaucoup, passez une bonne fin de journée.